Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir Michel Canis, un élève de l'école de Clermont-Ferrand, de notre ami et académicien Bruat, qui a été un grand développeur de la science gynécologique et chirurgicale. Et donc, merci à Michel d'avoir organisé cette séance sur l'endométriose. Que devons-nous savoir aujourd'hui? Que sait-on? Et quelle place reste-t-il, ou il y a-t-il encore, ou encore pour plus tard, de la chirurgie? Voilà, des sujets majeurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'Académie d'accueillir cette séance sur l'endométriose. C'est une pathologie qui, moi, me tient à cœur depuis longtemps. Ça fait un peu plus de 40 ans que j'ai croisé cette maladie, donc ça commence à faire un peu vieux. Voilà. On va essayer de vous la rendre attractive, de vous donner une idée de ce qui se passe et des tendances vers lesquelles on va évoluer. Et je vais commencer par essayer de répondre à un certain nombre de questions sur la compréhension de la maladie, ce qui n'est pas forcément le plus simple. C'est sûr. Ok, merci beaucoup. Donc pour moi, c'est un vrai challenge parce que j'ai des convictions très fortes et j'ai été obligé d'essayer de les mettre un peu de côté pour pas trop vous biaiser dans ce que j'allais vous apporter. La parole est libre, hein, à l'Académie. Oui, je sais bien. On peut parfaitement dire ce que l'on pense. Voilà les quelques formes cliniques auxquelles on peut être confronté. C'est-à-dire que ça peut aller de formes extrêmement graves avec des adhérences et des atteintes rectales majeures jusqu'à quelques toutes petites taches noires isolées, sans beaucoup d'importance peut-être. Donc des formes cliniques extrêmement variées. La seule chose dont on est à peu près sûr, c'est de la définition. C'est défini par l'endomètre en situation ectopique, en dehors de l'utérus, et c'est l'endométriose, dans le muscle utérin, et c'est l'adénomiose. Et pour parler d'endomètre, il faut avoir l'épithélium et le stroma pour que la définition soit correcte. Sur les images d'en bas, vous avez l'adénomiose, qui est peut-être la situation la plus complexe aujourd'hui. Il y a eu un consensus d'experts récemment qui sont réunis à Strasbourg pour essayer de définir l'adénomiose. Ils ont été incapables de dire à partir de quelle profondeur la maladie commençait. C'est vous dire si c'est précis et si on est dans le vague. Alors on va avancer un petit peu. Une maladie parce que ça saigne. Et finalement, c'est peut-être une des seules choses dont on est absolument certain. Le premier qui se lève et qui dit ça dans une séance publique, c'est Ivo Brossins à Yokohama en 1994. C'est un des premiers congrès mondiaux consacrés à l'endométriose et il dit « This is because it bleeds ». Tout le monde l'a regardé en disant « Oui, bien sûr », mais en fait c'est essentiel parce que ça permet de comprendre ce qui se passe. Alors on sait que ça saigne parce que les imageurs voient du sang dans leurs images. Ils voient du sang à l'intérieur des kystes endométriosiques, ils voient des petites poches de sang dans les nodules d'endométriose profonde, ils en voient aussi dans l'épaisseur du muscle utérin atteint par l'adénomiose. Mais attention, tout ce qui est sang n'est pas endométriose. Ça saigne et les cliniciens le savent. Chez cette patiente en haut, c'est un nodule d'endométriose après une hystérectomie. Et la dame vient après l'hystérectomie et elle dit « j'ai encore mes règles ». Donc de toute évidence, ça saigne. En bas, des images qui sont pour celle-ci filmées au 4e jour du cycle, puisqu'on est parfois obligé d'opérer un peu n'importe quand dans le cycle. Et vous allez voir qu'il y a cette poche marron qui s'ouvre et qui correspond manifestement à du sang menstruel collecté. À l'inverse, ça saigne aussi pour d'autres raisons sur l'image de gauche. Et sur l'image de gauche, en fait, c'est l'examen clinique qui fait saigner la lésion. Et ça montre bien que le nodule traumatisé par l'examen clinique, mais probablement aussi par le rapport sexuel, est remanié par des saignements. Donc ça saigne, mais tout ce qui saigne n'est pas endométriose. Et on le sait depuis longtemps, puisque Dan Martin, en 1980, dit un tiers des kystes qui contiennent un liquide chocolat, c'est-à-dire un liquide hémorragique dû à des règles, correspond à quelque chose qui n'est pas un endométriome. Et c'est aujourd'hui une des grandes difficultés. Tout ce qui est vu à l'imagerie, c'est de l'endométriose, alors que ce kyste à droite, là, était en fait un kyste fonctionnel et pas du tout un kyste endométriosique, bien que son liquide soit chocolat. Une maladie parce que ça saigne, pour ceux qui ne sont pas gynécologues, il faut se rappeler que ça saigne parce que ça veut dire que le tissu est hormonodépendant. C'est de l'endomètre, il est hormonodépendant, et quand la chute d'hormones se produit en fin de cycle, il y a une menstruation. C'est ça que ça veut dire. L'hormonodépendance n'est pas complète, mais c'est un tissu hormonodépendant. Ce qui veut dire à l'inverse que l'aménorrhée est thérapeutique. Et l'aménorrhée thérapeutique, même probablement s'il n'y a pas d'hypoestrogénie.
Et une des dernières études qui est sortie sur l'endométriose, c'est quelque chose qui est sorti dans Stroke, et qui montre clairement que les patients qui ont été exposés à l'endométriose ou qui ont eu de l'endométriose ont plus d'accidents vasculaires cérébraux que les autres. Et c'est probablement dû à l'hypoestrogénie et à la castration trop précoce. Donc attention aux traitements médicaux qu'on utilise, parce que peut-être qu'ils ont des conséquences à très long terme. Une autre composante importante de cette pathologie, à côté du saignement, c'est la fibrose. On n'en sait pas exactement le mécanisme. Est-ce qu'elle est conséquence, le plus probablement, ou est-ce qu'elle participe du primum novae de la maladie? On ne sait pas très bien, mais on sait qu'elle est presque toujours associée à l'endométriose, et par conséquent, c'est quelque chose d'extrêmement important. Une étude récente qui est sortie il y a une dizaine de jours, qui vient de Shanghai, d'un monsieur qui travaille beaucoup sur l'endométriose et qui est un des grands spécialistes, et qui montre que la fibrose dans l'ovaire est corrélée à la clinique. Plus il y a de fibrose, plus la dysménorrhée est sévère, et plus il y a de fibrose, et plus la MH baisse. Et vous savez que la MH est un témoin de la souffrance de l'ovaire. Ça veut dire que l'ovaire essaye de reconstituer son stock de follicules primaires. Et ça veut dire que l'endométriose abîme ce stock de follicules primaires. En fait, je crois qu'une fois qu'on sait que l'endomètre est en situation ectopique, il va se développer en fonction du tissu sur lequel il s'implante. On parle beaucoup de différents phénotypes. Toutes les pathologies dans l'ovaire forment des kystes, toutes les pathologies dans le péritoine forment de la fibrose et des adhérences, toutes les pathologies dans les muscles lisses donnent une hypertrophie musculaire lisse. Et donc le phénotype dépend plus de l'organe sur lequel le tissu est implanté que de caractéristiques particulières de l'endomètre qui s'y implante. Il n'y a pas de parallélisme anatomoclinique. Et c'est quelque chose d'habituel dans le péritoine. Ces deux patientes peuvent être infertiles. Celle de gauche a deux petites taches noires dont on a du mal à comprendre quelles sont la cause de son infertilité. Celle de droite a énormément d'adhérence avec deux gros kystes de l'ovaire et on n'a pas de mal à comprendre qu'elle soit infertile à cause de l'endométriose. Mais le mari de la patiente de gauche a beaucoup plus de chances d'avoir un sperme anormal. Parce que l'infertilité, c'est une rencontre, c'est un facteur plurifactoriel, et plus la patiente est normale, plus le sperme a des chances de ne pas l'être. Et c'est la même chose pour les douleurs, puisque vous voyez qu'il n'y a pas de corrélation entre la sévérité de la dysménorrhée et le stade de la maladie. Quand on dit épiphénomène, ça veut dire qu'il n'y a que deux ou trois tout petits kystes. Et pourtant, le score de douleur est le même. Et là aussi, je crois que quand la douleur n'est pas expliquée par l'anatomie, il faut savoir se pencher sur des causes associées de douleur, que ce soit d'autres pathologies ou que ce soit le contexte personnel ou les antécédents de la patiente. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut absolument faire attention à ce que l'endométriose, en particulier chez les adolescentes, ne devienne pas un alibi pour masquer d'autres problèmes de société. Il faut vraiment faire très attention à ça. C'est un syndrome. Ça n'est pas une maladie. Je vous montre deux patientes qui m'ont été inspirées par M. Samson, qui est le monsieur qui a décrit la théorie du reflux en 1924. On va y revenir à la théorie du reflux. Mais il disait les chirurgiens ont la chance, ils regardent dans le ventre et il faut qu'ils sachent observer ce qu'ils voient pour en apprendre quelque chose. Et les deux patientes que je vais vous montrer ont toutes les deux des dysménorrhées sévères, toutes les deux une dyspareunie, toutes les deux une lésion du cul-de-sac postérieur qui adhère au rectum, ou qui est proche du rectum, et pourtant c'est complètement différent quand on regarde. Celle-ci a une lésion isolée, que vous voyez ici, avec un péritoine ici qui est typique d'un syndrome post-obstétrical de déchirure du ligament large. Il n'y a pas d'autre lésion d'endométriose avant, elle n'a jamais eu de douleur avant son accouchement. Pour moi, c'est clairement une endométriose induite par l'accouchement. À l'inverse, l'autre a clairement une lésion très inflammatoire, avec des lésions qui saignent à différents moments. La lésion est beaucoup plus diffuse, et celle-là, c'est celle que je vous ai montrée, qui était remaniée par les saignements et par le traumatisme du doigt de l'examen clinique. Cette patiente a une gouttière pariétocolique droite complètement anormale, avec impossibilité de circulation du liquide péritonéal vers la région hépatique, et par conséquent, le flux menstruel s'est accumulé. Et quand on l'a réveillée, je lui ai dit « Vous est déjà arrivé quelque chose ?» Elle dit « Oui, j'ai été hospitalisée pendant 5 jours dans un service de chirurgie digestive avec un syndrome douloureux aigu abdominal de la fosse iliaque droite. J'ai jamais été opérée. C'était en venant d'un voyage en Inde et il s'est vraisemblablement passé quelque chose à cet endroit-là et c'est depuis ce moment-là que les douleurs étaient apparues chez elle. » C'est deux situations cliniques complètement différentes, ce n'est pas la même maladie, je crois que c'est un syndrome et pas une maladie, je ne suis pas tout à fait le seul, puisque Régari déjà en 1994 avait évoqué ça. Elle n'est pas toujours grave,
Et ça aussi, c'est une information très importante qui vient d'Auvergne, où on a mis en place une des premières cohortes géographiques, c'est-à-dire toutes les patientes opérées pour la première fois dans la région sont incluses dans ces données. Et on s'est aperçu, à l'aide de ça, que 75% des patientes avaient des formes légères ou modérées, et ce qui veut dire que la majorité ne sont pas sévères, et que seulement 20% avaient des lésions infiltrantes de plus de 2 cm. Donc ce n'est pas toujours une maladie anatomiquement grave, ce qui ne veut pas dire que la douleur n'est pas très sévère, ce qui ne veut pas dire que la prise en charge n'est pas complexe, mais en tout cas, anatomiquement, ce n'est pas compliqué. Quelle est la fréquence? C'est très compliqué. On dit généralement 10% d'une population en période d'activité génitale. Le monsieur qui a écrit ça s'est assis à droite d'une table, il a levé le doigt, et au pifomètre, il a dit « ça doit être à peu près ça ». On en est à peu près là. Tous les experts sont à peu près d'accord pour accepter ces chiffres. L'autre question qui se pose, c'est est-ce que la fréquence augmente? Et ça, c'est 2 études publiées aux États-Unis sur l'endométriose et sur l'adénomiose qui montrent clairement qu'il n'y a pas d'augmentation de la fréquence de la maladie, en tout cas pas aux États-Unis. La France a des données qui sont peut-être parmi les plus précises et les meilleures, c'est celles de Santé publique France qui ont été publiées l'année dernière. Et vous voyez que là, il y a une augmentation, mais cette augmentation elle est due en fait à l'augmentation des cas d'adénomiose, probablement due à une modification du diagnostic radiologique de la maladie, et plus qu'à une vraie évolution sur le plan épidémiologique. Donc attention à cette augmentation, les cas d'endométriose au sens propre du terme n'augmentaient pas dans cette étude. Mais est-ce qu'elle augmente? Oui, elle augmente beaucoup dans les comptes rendus d'imagerie, la fréquence. Parce que toute patiente qui consulte avec une dysménorrhée sévère repart de ses champs radiologues avec un diagnostic d'endométriose ou d'adénomiose. Toujours. On a tellement accusé les radiologues de ne pas savoir faire le diagnostic qu'aujourd'hui, ils sont dans l'excès inverse et que quasiment toutes les patientes ont ça. Et ce ne sont pas les seuls. Voilà des Suédois qui disent que la fréquence de l'endométriose, c'est plus de 25% lorsque la dysménorrhée est sévère chez les femmes jeunes. Donc, attention, c'est une étude rétrospective, il n'y a pas de vérification anatomique du diagnostic radiologique, mais malgré tout, le diagnostic est affirmé sur des seules images. Donc oui, elle augmente, et je pense qu'elle va augmenter jusqu'à environ 30 à 35% à l'adolescence. Parce que la dysménorrhée sévère d'adolescence, c'est 30%. Par conséquent, il y a 30% de la population dont on va dire qu'elle a de l'endométriose, ce qui n'est probablement pas toujours vrai. Quelle est l'étiologie? Et c'est là que ça devient extrêmement compliqué. Alors les mécanismes à l'origine de la présence de l'endomètre en dehors, ils sont très nombreux. Il y a le reflux menstruel, c'est celui que tout le monde connaît et que tout le monde accepte. Pendant les règles, le sang des règles, reflux dans l'abdomen, et c'est physiologique. 90% des femmes ont un reflux menstruel. Mais il y a aussi des métastases par voie sanguine, et quand on coupe l'utérus en tranches au moment des règles, on trouve des cellules endométriales dans les vaisseaux. Là aussi, c'est quasiment physiologique. Il y a des métastases par voie lymphatique. Il y a des restes embryonnaires, et c'est expliqué qu'un certain nombre de messieurs à qui on donnait du ST52 pour traiter le cancer de leur prostate développaient des lésions endométriosiques, ou en tout cas quelque chose qui ressemblait à l'endométriose. Donc c'est à cause de ça, à cause de cela. Est-ce que c'est les cellules souches qui sont dans le sang menstruel qui sont responsables ou pas? Ça, c'est une vraie question. Et il y a aussi la notion de contamination néonatale, puisque vous savez qu'après la naissance, les jeunes filles ont des règles, tout de suite à la naissance, du fait de la perte hormonale très importante qu'elles subissent au moment où elles naissent. Qu'est-ce qui favorise cette implantation éventuelle? Eh bien, peut-être la génétique, peut-être des facteurs environnementaux, peut-être des perturbateurs endocriniens, le stress, peut-être l'immunologie, l'environnement toxique de la grossesse, peut-être l'épigénétique, autrement dit, plein de choses insondables, j'allais dire, et difficilement quantifiables. Donc les mécanismes, tous les mécanismes de présence sont possibles chez toutes les patientes. Les facteurs associés sont extrêmement fréquents, mais ça ne nous explique pas quand est-ce que la maladie débute, pourquoi elle débute, et pourquoi elle a des phénotypes aussi différents. Pourquoi autant de formes cliniques aussi variées que celles que vous voyez sur cette image. Donc la cause reste souvent méconnue. Moi j'avais dit que je pensais qu'on pouvait expliquer la plupart des cas par un traumatisme, mais c'est une hypothèse qui m'appartient et je n'irai pas plus loin dans ce domaine. Reste qu'aujourd'hui, le plus souvent, on considère que c'est une maladie multifactorielle, inflammatoire, chronique, œstrogénodépendante et progressive. Pour Charles Chaperon, c'est la maladie d'une vie. On est prédestiné à avoir de l'endométriose parce que la grossesse a été exposée à un certain nombre de toxiques et petit à petit, d'autres facteurs immunologiques, stress, etc. font que pour lui, c'est une maladie qui est chronique et qui se développe sur l'ensemble de la vie. C'est aussi quelque chose qui est chronique pour Crinazone Dorban et pour Hugh Taylor. Hugh Taylor qui se pose quand même la question de savoir si
cette maladie chronique et cette inflammation sont primitives ou secondaires. Et la conséquence qui vient derrière ça, c'est que la maladie est incurable. Puisque vu qu'on ne connaît pas la cause, on suppose qu'elle est permanente, puisqu'on ne sait pas la traiter. Et le mot incurable sur une jeune fille de 18 ans, c'est terrible. Donc je pense qu'il faut faire très attention avant de l'affirmer. Alors on dit que c'est une maladie inflammatoire. Il y a des grandes revues de la littérature dans des journaux de celles qui disent clairement qu'on ne sait pas si l'inflammation est primitive ou secondaire. Autrement dit, si on ne sait pas si l'inflammation est une conséquence de la maladie ou une cause de la maladie, ce qui change absolument tout. Quand on regarde dans le péritoine, et c'est une étude déjà très ancienne, on voit que l'inflammation disparaît après traitement médical. Ça serait une bonne nouvelle pour les gens qui ont un lupus érythémateux disséminé que prendre un peu de progestérone pourrait arrêter leur inflammation. Donc je pense qu'on n'est pas dans la même catégorie de maladie et je pense qu'on ne peut pas dire que c'est l'inflammation la cause. Mais ça aussi, c'est une conviction. Chronique, et c'est un mot qui est très lourd pour les jeunes patientes. Parce que, est-ce que ça veut dire que la cause est permanente? Ça veut dire qu'elle s'aggrave spontanément en permanence, qu'elle va récidiver après tous les traitements? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué pour les jeunes femmes. On ne sait pas la cause, je ne pense pas que notre ignorance justifie qu'on pense que la cause est permanente. Le diagnostic clinique est souvent tardif parce qu'on n'écoute pas assez les femmes qui ont mal, ça c'est sûr, et tout le temps d'ignorance, la maladie est chronique, là on est d'accord. La douleur est souvent multifactorielle et c'est elle qui est chronique et c'est elle qui va récidiver, mais ça ne veut pas dire que la maladie est récidivante. Attention, ce mot recouvre aussi d'autres choses, puisqu'on sait aujourd'hui que les traitements médicaux qu'on utilise ne sont que suspensifs. Et ça veut dire que la maladie récidive systématiquement lorsqu'on arrête le traitement médical, puisqu'on ne fait pas disparaître la pathologie. Seule la chirurgie permet de faire disparaître les lésions, mais on lui reproche de ne pas traiter la cause et de traiter les lésions microscopiques. De ne pas traiter les lésions microscopiques, pardon. Et ce mot est très dangereux. Parce qu'il y a plein de gens qui considèrent que vu que la maladie récidive tout le temps, il faut opérer tout le temps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, plein de gens sont aussi remontés contre la chirurgie, parce qu'ils ne veulent pas que les gens soient opérés sans arrêt. Mais il ne faut pas mal interpréter la récidive douloureuse. La chirurgie de l'endométriose a été évaluée dans des essais prospectifs randomisés en double aveugle, ce qui est rare en chirurgie, et elle a montré que l'effet placebo de la chirurgie durait 6 mois. Autrement dit, pour que la chirurgie ait un effet ou que son effet apparaisse, il faut attendre au moins 6 mois. Donc la douleur qui récidive après 6 mois, ce n'est pas une reprise de la maladie, c'est la fin de l'effet placebo. Et donc ce n'est pas une justification à une nouvelle intervention, c'est juste une justification à une autre prise en charge que chirurgicale. Et attention à ça, il faut être extrêmement prudent. Est-ce qu'elle est progressive, cette maladie? Autrement dit, est-ce que cette patiente qui a une toute petite lésion d'1 millimètre aura un jour des lésions comme ça avec des adhérences des 2 ovaires? Est-ce que cet ovaire va un jour développer un gros kyste comme ça? Personne ne le sait. Est-ce qu'elle est progressive? J'ai une question. Si elle est progressive, vous pouvez penser qu'il y a une corrélation entre l'âge et la sévérité de la maladie. C'est logique. Donc on est revenu en Auvergne, on a regardé ça sur un certain nombre de patientes et on voit qu'il n'y a pas de corrélation entre le stade de la maladie, sa gravité anatomique et l'âge des patientes. Donc ce n'est pas très logique de penser qu'elle est progressive. La seule autre étude qui a été faite comme ça, c'est une étude qui a été faite par un monsieur qui s'appelle Savaris, et il a trouvé des résultats qui sont les mêmes que les nôtres. Mais il conclut son article en disant « Le bon sens nous dit que la maladie commence à la puberté et doit s'aggraver ensuite en permanence. Nos résultats expérimentaux sont contre, les résultats des autres groupes sont aussi contre, mais ça ne fait rien, c'est le bon sens, par conséquent on ne change pas l'hypothèse de travail. » On sait que la maladie ne s'aggrave pas toujours, puisqu'on a des groupes contrôles qui ont été évalués avec célioscopie en fin de traitement, et spontanément, 71% des lésions sont stables ou régressent. On sait aussi que certains kystes peuvent augmenter de volume, de quelques millimètres sur 6 mois. Et puis il y a l'étude d'Horace Roman et de son groupe qui ont montré qu'à l'IRM, même les lésions infiltrantes, la plupart d'entre elles sont stables ou régressent. Et dans les lésions stables, ce qui est intéressant, c'est que le pourcentage de temps d'aménorrhée est le même dans le groupe où les lésions s'aggravent et dans le groupe où les lésions sont stables. Autrement dit, même les dames qui gardent des règles n'ont pas toujours des lésions qui grossissent. Donc non, elle n'est pas progressive, il y en a beaucoup d'arguments pour penser
qu'elle ne l'est pas. Donc je pense qu'on peut probablement aller contre l'hypothèse du fait que ça commence à la puberté, que ça s'aggrave tout le temps et qu'on n'a pas de solution et que les patientes ne sont jamais guéries. Je crois que ça, c'est pas vrai. Mais par contre, il y a des situations où la cause continue, et cette patiente-là, qui a un traumatisme permanent du cul-de-sac postérieur pendant les rapports sexuels, celle-là, on peut penser que ces lésions vont s'aggraver. Alors aujourd'hui, on emploie souvent le mot multifactoriel, et je voudrais vous remercier. Parce que grâce à ce topo que j'ai essayé un peu de global, et de ce mot multifactoriel, j'ai fini par comprendre ce qu'il voulait dire. Parmi tous les facteurs qu'on a étudiés, génétique, épigénétique, immunologique, environnementaux, hormonaux, etc., aucun n'explique ce qui se passe. Et vu qu'aucun n'explique ce qui se passe, on dit multifactoriel, et ça veut presque dire on ne sait pas, et ça veut presque dire on ne trouvera jamais. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant de voir ce qui se cache finalement derrière ce mot-là. 2 traitements sont possibles, l'aménorrhée et la chirurgie. Mais je voudrais insister sur le fait qu'à côté de ça, il faut absolument tous les soins de support. Et là, Yasmine, je pense tout à l'heure, Yasmine Kando nous donnera son éclairage parce que là, les patientes ont un rôle majeur. Il faut des soins de support pour gérer le stress, pour gérer l'environnement de la patiente, éventuellement des signes digestifs associés, et éventuellement, bien entendu aussi, tous les signes d'hypersensibilisation liés à la douleur chronique. Et là, les centres sont souvent sous-équipés. On a très peu d'accès aux centres antidouleurs, très peu d'accès à tout un tas de kinésithérapies spécialisées. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer dans ce pays. Alors, on va vers un diagnostic précoce, on peut l'espérer. C'est en tout cas l'actualité. Il y a des algorithmes de données cliniques qui sont proposés pour faire un diagnostic précoce, qui reste à évaluer. Et vous avez sans doute entendu parler des tests salivaires qui sont prometteurs en espérant qu'ils tiendront toutes leurs promesses. Mais pour le moment, des études complémentaires sont nécessaires. En grattant la littérature, comme d'habitude, je suis tombé sur des choses très très intéressantes et très nouvelles. On propose des nanoparticules qui peut-être pourraient être ciblées pour se fixer sur des lésions d'endométriose, et peut-être qu'en les chauffant, on arriverait à traiter spécifiquement les lésions. Je pense que ça intéressera les imageurs, mais ça pourrait déboucher sur des nouveaux traitements. C'est très prometteur, mais ça mérite encore, bien entendu, d'être évalué, parce que pour le moment, seuls des souris ont été traitées. Donc, en conclusion, c'est une maladie simple. A disease because it bleeds. Je crois qu'il faut la détacher des fantasmes, des peurs et que nos incompréhensions font naître. La chirurgie reste le seul traitement qui permet de faire disparaître les lésions. Elle est souvent simple, elle est parfois complexe, voire très complexe, mais il ne faut pas faire des complications des formes extrêmes un épouvantail pour la chirurgie des formes moins graves. La chirurgie itérative est inutile si le traitement est correct la première fois. Les traitements médicaux sont contraceptifs, mais ne font pas disparaître les lésions. Leurs effets au long cours, 10, 15, 20 ans, restent à décrire. La prise en charge de la douleur par les seuls chirurgiens est souvent insuffisante, mais c'est le caractère multiple des causes de douleur qui explique cela, bien plus que le mystère de la maladie. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir posé de si nombreuses questions et mis derrière beaucoup de points d'interrogation. Donc on est vraiment dans un domaine extrêmement, on pourrait dire, un peu mou, un peu difficile à cerner. Et en même temps, en lisant un peu la littérature, j'ai entendu que des grands spécialistes de l'endométriose, je ne dirais pas le nom, ne reposaient leur diagnostic que sur la capacité par le toucher vaginal d'être sûr qu'il y avait véritablement une endométriose. Quelle est la place de l'exploration clinique par rapport à l'exploration complémentaire, l'imagerie, que tu as si bien montré? Ça, c'est une première question. Il y a plein de questions, bien sûr. Et il y a une autre question. Quand tu parles de causes multifactorielles, justement, alors l'algorithme diagnostique dont tu as parlé à la fin, est-ce que finalement, s'il n'y a pas une seule cause, il faut réunir un certain nombre de causes ensemble pour constituer le syndrome? Et à ce moment-là, peut-être avoir un score de probabilité qui deviendrait un élément d'orientation sur ce qu'il faut faire. C'est la deuxième question. Troisième question, pardon, et je termine pour mes questions. Dans quelle mesure, quand cette maladie commence chez des adolescentes qui n'ont nulle part, quels vont être les conseils éventuellement du gynécologue
pour une éventuelle conduite d'une grossesse? Quelle influence va avoir sur l'évolution de la maladie? Est-ce que ça a été, j'imagine que ça a été étudié, si c'est un élément éventuellement de déclenchement d'une aggravation ou d'un passage à un autre stade de la maladie? Alors pour ce qui est du diagnostic clinique, oui, le diagnostic, il y a certaines formes, c'est-à-dire celles qui vont concerner le vagin et le cul-de-sac postérieur en particulier, qui sont diagnostiquées cliniquement, oui. On peut les palper sans aucun problème. Provoqué, là tu as montré un exemple où finalement le saignement a été provoqué par l'examen clinique. Voilà, mais c'est un examen clinique sous anesthésie générale, hein, je précise. Mais j'imagine que la même chose arrive pendant les rapports sexuels le soir à la veillée. J'ai aucun doute sur ça. Je pense que ces patientes-là, quand elles ont mal, c'est que le nodule se déchire et que ça saigne après. Et quand on interroge les dames, c'est souvent qu'elles disent qu'elles ont mal 24, 48 heures. La douleur dure 24 à 48 heures après le rapport. Donc il n'y a aucun problème à imaginer que le nodule est traumatisé. C'est douloureux d'emblée, ouais. Il y a une dyspareunie immédiate et secondaire. Ouais. Donc ça, on peut le palper cliniquement, c'est sûr. C'est un examen qui est très douloureux, puisque le mécanisme douloureux, c'est exactement comme quand on appuie sur un bleu. Quand vous êtes fait un bleu, que vous êtes cogné quelque part et que vous appuyez dessus, c'est à peu près ça qui se passe. C'est exactement le même type de douleur. Ça a été étudié et décrit, et par conséquent, ça ne pose pas de problème. Après, pour ce qui est des algorithmes diagnostiques, c'est extrêmement intéressant. Je pense qu'il faut travailler beaucoup dessus. Moi, je pense qu'il y a des endométrioses, donc je pense qu'il y a des causes, donc il y a des moments où ça commence, et par conséquent, on va avoir du mal à avoir quelque chose qui s'adresse à toutes les situations. Mais je suis ouvert au fait que j'ai tort, que ça commence toujours au même moment et que j'y comprends rien. J'ai pas de souci avec ça. Je sais qu'il y a des endométrioses qui commencent au moment de la césarienne, puisqu'il y a les nodules de parois de cicatrices qui apparaissent pendant la césarienne, et celles-là, on sait quand est-ce qu'elles commencent, et on sait que quand on les a enlevées complètement, elles ne récidivent jamais. Donc là, on est complètement tranquille. Par conséquent, il n'y a pas toujours des lésions associées ailleurs. Donc ces formes-là, on sait que... Donc c'est pour ça que c'est compliqué d'avoir un algorithme clinique. Après, est-ce qu'il y a un algorithme clinique qui permet de dire qu'il faut prendre en charge la dysménorrhée d'une jeune fille? Parce qu'en fait, c'est ça la question aujourd'hui, c'est la dysménorrhée sévère de l'adolescente. Est-ce qu'il faut la prendre en charge correctement? C'est-à-dire écouter sa douleur et lui dire que les règles ne lui servent à rien, donc s'arranger pour qu'elle ait le moins de règles possible, donc le moins mal possible, ça oui. Est-ce qu'elles ont toutes de l'endométriose? Je ne crois pas. Parce que moi, j'en vois beaucoup de ces patientes-là. Et quand même, quand on les interroge et qu'on voit ces femmes, on voit qu'il y a énormément de situations familiales extrêmement conflictuelles, difficiles. Et probablement, il y a des tas d'autres causes de douleur. Et les pédiatres savent bien que plus les patients sont jeunes et plus les causes psychosomatiques sont importantes. Donc attention. Est-ce que dans les causes, moi qui suis chirurgien vasculaire, est-ce que le syndrome de congestion pelvienne peut être un facteur de diagnostic différentiel? Oui, c'est un facteur de diagnostic différentiel, mais pas tellement dans cette population. C'est plutôt dans les patients qui ont déjà accouché. C'est après. Et en principe, il y a un facteur, c'est qu'en général, la douleur s'aggrave au cours de la journée, pardon, alors que ce n'est pas tellement le cas de la douleur d'endométriose. Ce n'est pas tout à fait pareil. Voilà, après, le multifactoriel aujourd'hui, j'ai peur de ça parce que finalement, ça nous dit on ne comprend pas et on n'est pas prêt de comprendre. Et moi, je suis allé un jour à Berlin en 2000 chez Schering et Schering voulait mettre en place une tissue-tech sur l'endométriose en disant on va faire de la génomique. Et puis 2 ans après, ils nous ont dit non, on va faire que de l'étude d'ARN. Et puis on a fait de la protéomique, et puis on en est à métabolomique, et puis il y a le microbiote qui intervient. Et etc. Maintenant, on est aussi dans le big data. Tout ça, ça nous complexifie la manière de regarder les choses, mais ça ne nous a pas amené de réponse concrète pour les patientes. Oui, il y a quelques formes génétiques, mais c'est marginal, et etc. Oui, il y a probablement des formes toxiques et tout ça, mais est-ce que ça explique ce qui se passe? Je ne crois pas. Je crois que ça, ok, on a travaillé sur ça, ce facteur multifactoriel, toutes ces questions-là, elles s'étaient déjà posées en 1986, quand on a organisé le premier congrès mondial sur l'endométriose à Clermont-Ferrand. C'était déjà pareil. Donc ça fait 40 ans qu'on n'avance pas. Et sur la multiparité, conseil de... Alors, pour les jeunes filles, ce qu'il faut, c'est les rassurer. Même si elles ont l'endométriose, il y a 2 études. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a 2 à 2 endroits complètement différents du monde, une en France et une à Cleveland, qui montrent toutes les 2 que les dames qui ont été traitées pour endométriose dans l'adolescence, lorsqu'elles veulent être enceintes, la fertilité spontanée, c'est 80%.
Autrement dit, c'est quasiment une population normale. C'est un gros message. Voilà, ce n'est pas des études sur des grands nombres, mais il n'y a que 2 études dans le monde, elles sont concordantes et elles n'ont pas été commanditées par les mêmes auteurs. Donc je pense que c'est quand même très rassurant. Ça prouve aussi que probablement ça ne s'aggrave pas tant que ça si on les manage correctement. D'autres questions peut-être? Oui, juste une petite question. Est-ce que dans les formes ectopiques, je veux dire que ce soit des formes thoraciques, etc., est-ce elles peuvent être totalement dissociées, je veux dire, de la sphère génitale, c'est-à-dire être complètement indépendantes, et est-ce qu'elles se présentent par des symptomatologies enfin, je veux dire, tout à fait dissocié, je veux dire, de ce qu'on vient de voir de là, qui est les formes principales. Alors, je crois, moi, quand je fais les cours aux étudiants, je dis toute douleur chez une femme, demandez si elle est menstruelle. Voilà. Et en fait, ça peut être une douleur thoracique, ça peut être à peu près n'importe où. Il y a quelques formes dans les membres inférieurs, il y en a dans le périnée. Donc, quand une femme décrit une douleur, dans l'interrogatoire, il faut demander si c'est menstruel. Et si c'est menstruel, il faut se poser la question du fait qu'elle est endométriosique. Et dans le thorax, on est obligé d'imaginer que le reflux menstruel ne suffit pas à expliquer toutes les formes. Il y a des formes métastatiques, ça c'est évident. Et il y a quelques hémoptysies, mais c'est exceptionnel. Il y a des pneumothorax menstruels, ça par contre c'est pas rarissime. Je pense que certaines hernies diaphragmatiques spontanées sont probablement des ruptures d'endométriose diaphragmatique que les chirurgiens digestifs opèrent parce qu'ils ont une hernie qui s'est engouée dans le diaphragme. Probablement, ils ne font pas le diagnostic, mais pour eux, c'est une situation chirurgicale que je pense complexe, mais c'est probablement, pour un certain nombre d'entre elles, des déchirures de cicatrices endométriosiques, par exemple. Donc, il n'y a aucun facteur prédictif. Ma question, c'est qu'en est-il des filles qui ont une mère qui a de l'endométriose? Alors, il y a quelques facteurs prédictifs. Pour le moment, on n'a pas le marqueur d'endométriose, on n'a pas le gène, et je pense qu'on ne trouvera pas. Mais oui, il y a des familles d'endométriose, autrement dit, il y a des facteurs qui prédisposent à l'apparition de la maladie. Mais ça représente une très faible pourcentage de la population, et ce n'est pas parce que votre maman a de l'endométriose que vous en aurez. Donc il faut encore autre chose pour que la maladie apparaisse. Tout ça, c'est des signaux d'alerte. Il y a des gens plus sensibles, mais je ne crois pas que ça suffise à expliquer que la maladie apparaisse toujours. Et ce n'est pas le cas, je ne crois pas. Il faut les rassurer, hein, parce que le stress, ça fait peur, et le stress, ça augmente probablement le risque que la greffe se prenne, puisque c'est un dépresseur immunologique. Donc attention à ça. Il faut essayer de ne pas leur faire peur. Mais aujourd'hui, la peur... Plus d'autres questions, notre ami Michel? Merci beaucoup, et bravo, c'était passionnant.